Europe 1 Social Club. 20h, 22h. Frédéric Tadei. Marie-Ève Malouine, d'après vous, le même phénomène frappe les présidents de la République depuis ce début des années 2000. Nicolas Sarkozy d'abord, François Hollande aujourd'hui. C'est le sujet de votre livre, Seul en son palais, qui vient de paraître chez Stock. Le problème du président, dites-vous, entre autres, il y en a de nombreux, on va en voir quelques-uns, c'est qu'il n'a plus de circonscription. Et à partir du moment où il n'a plus de circonscription, il n'a plus de boussole. Et comme il ne peut plus sortir dans la rue, ni rencontrer des passants, alors il lui reste les visites sur le terrain, là où on le voit tous les jours. On a un président de la République qui visite une usine, qui visite une société, qui fait un petit discours, qui serre quelques mains et qui s'en va. Il est complètement coupé de son peuple, le président de la République ? Il est coupé de cette perception. C'est ceux qui arrivent à l'Élysée, qui arrivent à passer ces obstacles. Je pense que c'est ceux qui, même s'ils se servent des sondages, des notes qu'on peut leur faire, c'est ceux qui ont l'intuition du pays au gré des rencontres qu'ils peuvent faire, et notamment dans leur circonscription, où c'est vraiment quelque chose. Suivre un homme politique dans sa circonscription, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a les gens qu'il va voir, il y a tel ou tel commerçant dont il sait que si lui ne dit rien, c'est que ça va vraiment pas. Il les connaît, et à travers eux, c'est autant de petites boussoles qui lui disent ce qui se passe dans le pays. Et quand ils deviennent président de la République, ils perdent ça. Mais ils ont des conseillers. Mais les conseillers, ils ont leur carrière. Le problème des conseillers, c'est qu'un homme politique, c'est pas un manager. Donc il a des gens qui bossent pour lui, et ce qui les soude, c'est la victoire. Donc tant qu'il y a la victoire, on penche à l'âge suivante. Mais quand ils arrivent à l'Élysée, le seul qui n'a plus de victoire suivante et qui se dit là maintenant je dois œuvrer pour tout le pays et non plus pour le camp qui m'a élu, c'est le président. Alors que les autres, ils sont toujours dans la suite, dans une autre victoire, ou garder leur poste par rapport à un autre. Et donc les conseillers ont du mal à bien conseiller. Souvent ils s'enferment dans les explications. Si les gens ne sont pas contents, c'est parce qu'il y a eu telle et telle chose avant. Si un tel dit ça, c'est parce qu'il n'aime pas un tel et qu'il sous-entend une attaque contre l'autre. Ils rationalisent tout et ils perdent le côté instinctif de la politique. Vous racontez en détail l'affaire de l'EHPAD, où on se souvient, Nicolas Sarkozy a soutenu pendant très longtemps, presque jusqu'au bout, la candidature de son jeune fils, Jean, enfin l'aîné, mais qui est quand même très jeune, pour qu'il prenne la tête de l'EHPAD. Et à quel point ça a pu choquer tout le monde que tout à coup le président de la République pistonne son fils, encore jeune, pour un job aussi important. Et vous dites que c'est à ce moment-là, on voit, et il a dû s'en rendre compte, Nicolas Sarkozy, qu'il avait perdu totalement le contact avec le pays, puisqu'il ne s'en rendait pas compte. Non seulement il ne s'en rend pas compte, et c'est vraiment le cas d'école, parce que les conseillers n'osent pas lui dire. Et il y a un conseiller qui m'avait raconté ça, c'est que le matin, il entend la radio, il se dit « mais c'est pas possible, il va pas faire ça, ça passe pas ». Mais comme à l'Élysée, chaque conseiller a un secteur, et puis qu'en plus, avec Nicolas Sarkozy, quand on lui dit des choses pas très positives, généralement, il se met aux colères, alors les gens préfèrent éviter. Donc, il s'est posé la question, est-ce que je vais lui en parler alors que c'est pas dans mon domaine ? Pour lui donner une mauvaise information, enfin, pour lui dire qu'il est en train... Un mauvais conseil qui va dans le mur avec cette histoire-là. Et donc, le conseiller, à la fin, réfléchit, il a son entretien en tête-à-tête avec le président, mais ça dure pas longtemps, ça dure jamais assez longtemps, un entretien en tête-à-tête. Alors, est-ce que je vais perdre du temps à parler d'un sujet qui n'est pas le mien pour en plus me faire engueuler ? Et après, il se dit, et puis en plus, si d'autres ont décidé, qui m'ont pas mis dans la boucle, tant pis pour eux. Et ça, c'est les petites jalousies de palais. Et au final, il lui a pas dit. Et Sarkozy s'est enferré dans cette histoire jusqu'à ce que ce soit quasiment trop tard. Alors la solitude du président, en fait, c'est censé le grandir. Si on ne veut pas qu'il court en jogging sur les marches de l'Élysée, c'est parce qu'on trouve que c'est abaisser la fonction. Si on ne veut pas qu'il pleure, si on ne veut pas qu'il serre ses enfants dans ses bras, c'est parce qu'on veut qu'il soit grand, le président, donc seul. Mais très vite, elle l'isole. Et il ne peut se confier à personne. Vous citez une anecdote d'ailleurs concernant le général de Gaulle. Oui, c'est le général de Gaulle. Elle m'aurait été confirmée par quelqu'un à qui Edgar Pisani l'avait raconté, puisque c'était lui, il était avec de Gaulle, il se promène, et il raconte son émotion quand le dernier soldat français a quitté l'Algérie, et il lui dit vraiment qu'il était touché. Qui raconte ça. Et de Gaulle ne dit rien, ils continuent leur promenade, et à la fin, quand ils se séparent, de Gaulle le regarde et lui dit « Est-ce que vous mesurez votre privilège de pouvoir vous confier ?» Mais en même temps, c'est de Gaulle qui a instauré ça. C'est Le fil de l'épée, le livre qu'il fait avant d'être le général, dans lequel ils disent qu'il doit être un grand chef militaire, et c'est le silence, presque dur avec ses troupes. Sévère mais juste. Sévère mais juste, on ne vénère pas que ce qu'on connaît trop bien. Enfin, c'est lui qui instaure ça, et le sommet, c'est Baden-Baden en 68.
Bernard- Et c'est ça qui crée notre vision du président qui prend de la hauteur. Vous avez remarqué, il passe son temps à prendre de la hauteur. Il descend jamais, mais il en reprend toujours. C'est typiquement français, ça. Le prestige ne va pas sans mystère, disait-il, car l'on révère peu ce que l'on connaît trop bien. Et c'est en fait ce sur quoi se calent tous les présidents. C'est sur cette phrase de Gérald de Gaulle. Bruno Blum? Oui, moi, quand j'entends cette histoire de solitude, je pense qu'un président devrait, comme tout le monde, peut-être se confier à sa femme, se confier à sa famille. Est-ce qu'il n'a pas une famille et qu'il pourra en parler? Moi, j'ai le sentiment, quand je vous entends raconter ces anecdotes formidables, qu'on attend beaucoup trop de présidents qui, aujourd'hui, n'ont plus de pouvoir parce qu'ils sont bouffés par des sociétés transnationales qui leur imposent des tas de trucs. Et que, en fait, ce que les gens attendent de ces présidents qui sont placés là-haut sur leur trône, ce sont des exigences qu'ils n'arrivent pas à s'imposer à eux-mêmes. Et donc, ils attendent qu'on règle les problèmes à leur place, alors qu'ils sont déjà pas foutus, bien souvent, de régler les problèmes dans leur propre vie. Et je trouve qu'il y a une grande injustice là-dedans. Et j'ai, malgré tous les reproches qu'on peut faire à ces politiciens, beaucoup de respect pour leurs fonctions et pour les difficultés qu'ils doivent effectivement, comme vous le racontez très bien, traverser aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. Moi, quand je vois Barack Obama qui fait le con avec B.B. King, en train de chanter avec Jeff Beck à la guitare, qui chante Sweet Home Chicago, ou qui va... Et qui le chante bien, en plus. Et oui, enfin, il est incroyable. Il arrive à faire des campagnes électorales avec un groupe de soul où il chante son programme. Enfin, je vois que la France est complètement coincée, quoi. C'est absolument atterrant. Je suis absolument bouleversé par ça et par la solitude qui doit forcément se cacher derrière cette situation. Il nous manque le rire en France. On oui. sait pas s'amuser, prendre parfois de temps en temps, tomber la veste et rire un peu, ce que ça fait très Nous, bien on les sait, c'est Américains. les présidents qui ne savent pas ou qui Giscard, n'osent pas. il était drôle quand même. Mais Quand il faisait est-ce que sa c'était campagne à volontaire? l'accordéon, c'était un peu comme Obama. En France, avec le la rire est salle. douteux. Moi, on me l'a dit au ministère Cholet de la Culture. Ah oui? Ah oui, on m'a dit, quand on est venu demander des sous, on m'a dit, ah ben non, mais non, vous faites rire. Et on m'a dit, mais en France, le rire est douteux. Il n'y a pas de publicité drôle, il y a pas, parce que tout de suite, c'est pas bien, ça dévalorise les choses. Mais c'est théâtre de boulevard contre Molière, c'est ça? Pourtant, on avait un président qui était très drôle. François Hollande avait beaucoup d'humour, mais quand il est devenu président, il l'a complètement abandonné parce qu'on ne lui pardonnait pas d'ailleurs. Oui, en fait, je crois qu'il est toujours drôle. Tous ceux qui le fréquentent disent qu'il a continué d'avoir beaucoup d'humour, mais il ne peut pas en faire la démonstration devant les citoyens. C'est impossible. Parce que c'est douteux. Mais Exactement. à vous entendre, il ne peut plus faire la démonstration de rien. Tout est douteux quand on est président de la République. Ah oui, mais On ne peut plus je être pense que là, on amoureux, a atteint on peut plus être attaché à ses enfants, on ne peut plus, J'ai fait courir ce le bouquin-là matin. aussi parce que je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut qu'on réagisse à ça, sinon ce sera de pire en pire. Quel cauchemar! Et le pire, on le connaît. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir être président de la République, alors que visiblement, d'après ce que vous dites, c'est condamné à l'échec. Ouais, ça c'est pas dans le livre, mais c'est le syndrome un peu royal. Hein. Et Ségolène Hollande, ouais, c'est quand Ségolène Royal a été candidate, j'ai vu beaucoup de gens dire si elle peut l'être, moi, pourquoi pas moi. Et puis c'est le syndrome Valls, c'est aussi ça, c'est la déformation de la primaire, c'est à 7% on finit Premier ministre, donc moi aussi je peux faire 7%. Vous exagérez, 5%, non? 5%, ouais. Mais Je suis fâchée toujours avec les chiffres et les citations, oui, mais c'est pour ça que j'ai toujours des notes. Mais c'est ces deux syndromes-là qui font que tout le monde se dit, il y en a beaucoup qui veulent aller à la primaire pour la suite, pour être Premier ministre et incontournable pour la suite, pas honnêtement pour être président de la République. Mais vous avez remarqué, c'est une spécialité française. Quand on est troisième, Arnaud Montebourg à la primaire ou Marine Le Pen à la présidentielle, on fait des discours comme si on avait gagné après. Vous voyez, plus rien ne change. Bayrou avait fait la même chose. On aime bien Plus, les seconds. plus rien ne sera pareil, etc. On aime bien les seconds toujours, les plus leaders. Seul en son palais, pourquoi nos présidents s'enferment à l'Élysée, c'est le livre de Marie-Ève Malouine qui vient de sortir chez Stock. On en redira un mot dans la deuxième heure de cette émission. On se retrouve juste après les infos.